nous allons parler de souffrance psychique au travail. Et évidemment, Jean-Victor Blanc n'a pas pu s'empêcher de faire un jeu de mots. Le diable s'habille en serfa. Alors, quand on s'intéresse aux souffrances psychiques au travail, on est toujours saisi par une espèce de paradoxe. Le premier paradoxe, c'est que quand on n'a pas de travail, eh bien, les souffrances psychiques ne s'arrêtent pas pour autant, et c'est parfois même un facteur d'accroissement de souffrance psychique. C'est intéressant de le souligner parce qu'on souffre au travail, mais quand on n'en a pas, eh ben, on n'est pas forcément très heureux. Et c'est aussi un facteur de bien-être que de travailler. Deuxième chose, les chiffres sur la souffrance psychique au travail dans les situations de personnes qui travaillent sont toujours extrêmement alarmants. Alors je vais en prendre 3. Plus 25% de maladies psychiques au travail en 2024. Un salarié sur 4 qui déclare être en situation de santé mentale dégradée. Et quand on regarde en haut sur les dirigeants, eh bien c'est encore pire. Un dirigeant sur 3 est en mauvaise santé mentale en 2025. Donc on voit qu'entre souffrance psychique et travail, c'est compliqué. Et ça l'est encore davantage pour les personnes concernées qui essayent de rentrer dans le monde du travail et qui ne sont pas forcément les bienvenus. C'est toujours un parcours difficile. Donc avec nous, 5 experts pour en parler. Je vais vous donner un peu le pédigré de chacun. Et je vais le faire par ordre alphabétique en commençant par les femmes. D'accord ? Qu'il n'y ait pas de malaise par rapport à ça. Du coup, Claire Leroy-Atala, tu es docteur en sociologie des organisations, consultante, formatrice et conférencière, autrice d'un livre qui s'appelle « La vérité sur les troubles psychiques au travail, dépression, anxiété, bipolarité, TOC, schizophrénie. La vie active est possible » chez Payot en 2024. Philippe Amotte, consultante, formatrice en entreprise et dans des structures d'insertion sur la santé mentale. Tu es père aidante, un mot sur lequel on reviendra évidemment. Tu es aussi conférencière et autrice de 2 romans, dont le dernier vient de sortir chez Stock, et c'est moi qu'on enferme. Inda Sibi, après une longue expérience dans le champ de l'insertion sociale et professionnelle, tu es aujourd'hui directrice emploi à la Fondation Falleret. On en reparlera de la Fondation. Tu pilotes le pôle accompagnement vers et dans l'emploi dédié aux personnes en situation de handicap psychique. Gérald Arnaud, tu es auteur pour plusieurs émissions sur France Inter et auteur aussi d'un compte de mèmes qu'on peut consulter sur Instagram. J'en suis devenue un peu addict, à vrai dire. Monsieur Étienne Dorset. En fait, tu reprends le personnage de Jean Rochefort dans Un éléphant, ça trompe énormément, et tu t'amuses à faire des blagues, des mots d'esprit à partir de ce personnage. Tu as aussi un parcours de vie qui t'a amené à vivre plusieurs burn-out et bien de sortir de cette situation douloureuse. Et tu pourras nous en dire davantage tout à l'heure. Jean-Bernard Castet. Tu exerces des fonctions de direction au sein de différents établissements hospitaliers. Tu l'as fait pendant 13 ans et tu es désormais DGA des affaires publiques santé de la Mutuelle nationale des hospitaliers. Merci à tous les 5. On va commencer par toi, Claire. Tu as cette casquette de sociologue et quand on voit souffrance psychique au travail, on a envie d'éclaircir un peu les termes, de cartographier tout ça. Alors, la souffrance psychique, ça veut dire quoi ? Est-ce que tu peux nous donner un peu une granularité sur cette question ? Alors, peut-être qu'avant de parler de souffrance, peut-être qu'on peut se parler de ce que c'est notre santé mentale et effectivement, par la suite, explorer quand elle se dégrade et que, du coup, elle entraîne de la souffrance pour nous et notamment de la souffrance au travail. Si on reprend la définition de l'OMS de la santé mentale, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que c'est un état de bien-être, la santé mentale, dans lequel on peut se réaliser et on peut faire face au stress normal de la vie, travailler et contribuer à sa communauté. Alors moi, j'ai enlevé un mot dans cette définition qui est travailler de manière productive, parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Et il me semble que travailler, à partir du moment où on est au travail, on contribue à la vie de sa communauté. Et il ne faudrait pas dévoyer ce terme de santé mentale pour le mettre au service
d'une espèce de performance collective. La santé mentale, c'est d'abord un aspect de notre vie, de qui on est. On a une santé physique et une santé mentale. Et ce que je trouve intéressant dans cette définition, c'est qu'elle nous dit que la santé mentale, c'est pas de ne pas avoir de problème, c'est pas de ne pas rencontrer de stress, c'est plutôt l'équilibre finalement que l'on trouve entre les ressources, entre plutôt les rencontres que l'on va faire, les événements que l'on va traverser dans la vie et notamment dans la vie au travail. Donc quelquefois il y a du stress dans la vie au travail, et les ressources que l'on va avoir, les ressources qui nous sont propres et quelquefois qui sont environnementales et qui vont nous permettre de continuer à mener notre vie et notamment de continuer à faire notre travail. Donc c'est un équilibre fin entre ces événements, cet environnement dans lequel on baigne et ce que ça va générer sur nous et les ressources qu'on va avoir en propre ou pas pour y faire face. Et c'est vrai que cette santé mentale, eh bien, elle oscille en permanence parce que vous voyez bien que cet équilibre-là, il est subtil et il va osciller entre cet état de bien-être où on va sentir que l'on a des ressources et parfois un état où on ne perçoit plus ces ressources, il y a une dégradation et il va y avoir un ressenti de souffrance psychique. Quand on a échangé l'autre jour, on a utilisé ce terme de granularité, parce que c'est vrai que quelquefois on a tendance à tout mettre un peu sur le même plan. Est-ce que tu peux nous aider à mieux comprendre ? Oui, parce qu'il ne faut pas... j'ai envie faut être attentif, en tout cas, il me semble, à ne pas tout mettre dans le même panier. La souffrance psychique, elle est inhérente à notre condition de vie. Elle est inhérente au fait que nous sommes des êtres humains et elle est universelle. Ce qui va questionner la vie au travail, c'est quand cette souffrance psychique, ce ressenti de souffrance psychique, il nous déborde, il nous dépasse, il se traduit par un certain nombre de ressentis émotionnels, de comportements, d'attitudes qui va nous empêcher de mener notre vie quotidienne. Et c'est quand il y a une intensification des difficultés comportementales, émotionnelles, que va se poser la question éventuellement de revoir les stratégies et le rapport que l'on va avoir au travail. Et donc peut-être ne pas mélanger le fait qu'il y a des moments où effectivement on est moins en forme parce qu'on dort moins, parce qu'on a un enfant qui se réveille la nuit, parce que c'est l'automne, parce que on a perdu un être cher et qui va nous faire traverser un moment de souffrance, de détresse psychologique, mais qui va être passager, et des situations où cette souffrance et les difficultés s'installent plus durablement et vont avoir des répercussions sur notre quotidien et notre quotidien au travail. Et c'est là, je pense, où on doit progresser dans le monde du travail. C'est comment on fait pour tenir compte de ces moments-là où on va devoir repenser son rapport au travail, l'environnement de travail et les adaptations au quotidien. Et dans cet espace-là où ça se répercute sur notre vie au travail, là aussi il y a de la granularité, c'est-à-dire qu'on peut faire l'expérience de troubles psychiques qui vont nécessiter des soins, qui vont nécessiter de l'aide, mais qui vont être parfois passagers, transitoires, et des troubles qui s'installent peut-être plus durablement, qui vont nécessiter un accompagnement au plus long cours et qui parfois peuvent entraîner une situation de handicap, c'est-à-dire qu'il y a une perte d'autonomie, une limitation de participation dans la situation de handicap. Tu mets la frontière où on parle beaucoup de burn-out. Est-ce que le burn-out est une situation de handicap ? Le burn-out n'est pas du tout une situation de handicap. Le burn-out, c'est une stratégie comportementale, c'est un ressenti d'épuisement psychique qui va être en lien avec une situation de travail. Ce qui va éventuellement générer une situation de handicap, c'est éventuellement la dépression qui en suit, mais c'est surtout l'impact, si jamais on n'arrive pas à ressortir de la dépression, qu'il y a des symptômes dépressifs qui s'installent dans la durée et qui, en fait, dont les effets, donc c'est-à-dire la fatigue,
la difficulté à m'organiser, peut-être des problèmes cognitifs. Ces effets-là de la dépression vont se répercuter sur ma vie quotidienne et me gêner dans mon travail. Ce que je voulais peut-être juste rajouter, c'est que du coup, dans cette définition à la fois de la santé mentale et du coup de ce qui se passe quand ça se dégrade, et ben le travail, il est à la fois un facteur protecteur de la santé mentale, parce que, comme tu le disais en introduction, ne pas être en activité, en tout cas professionnelle, c'est souvent quelque chose qui nous déstabilise et qui dégrade notre santé mentale. Et puis, en fait, tout simplement, aller au travail, ça organise notre journée, ça nous permet d'être dans des relations sociales. Donc ça, c'est plutôt des choses qui protègent notre santé mentale. Par ailleurs, c'est un facteur de rétablissement, le travail. C'est-à-dire que quand on fait l'expérience de troubles psychiques, il y a eu un moment où on a été contraint de s'arrêter, où ça a été préférable pour nous d'arrêter de travailler. Eh bien, reprendre le travail, c'est quelque chose qui fabrique de l'estime de soi, qui permet de retrouver de la confiance, qui à nouveau nous met dans des liens sociaux porteurs et qui fabrique un sentiment d'appartenance. Et ça, c'est extrêmement puissant pour se rétablir. Et en même temps, potentiellement, le travail, c'est facteur de stress, de rencontres malvenues, malveillantes, qui vont nous déstabiliser, qui vont être facteurs d'agression. C'est facteur peut-être parfois de souffrance éthique, quand on perd du sens dans son travail, quand on ne se retrouve plus dans les valeurs de l'entreprise, ou d'épuisement quand on est aussi dans des problématiques de surcharge et qu'on n'arrive plus à dire stop, à mettre des limites et à penser à soi. Tout à l'heure, j'ai donné quelques chiffres. Tous les chiffres vont dans le même sens, ils sont quand même très très alarmants. Est-ce que tu peux nous aider là aussi à éclaircir ces chiffres et puis peut-être donner une notion d'évolution? On est en 2025, l'année qui a été consacrée, l'année de la santé mentale. On en est où? Est-ce que ça ne fait que grimper? Ou est-ce que... Alors c'est vrai que les chiffres en ce moment, ils sont un peu anxiogènes quand même, ils nous alertent sur le fait qu'il y a Alors, ils nous alertent sur deux choses. Ils nous alertent sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Et ça, c'est pas qu'une mauvaise nouvelle. Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet il y a 20 ans maintenant, je rencontrais des personnes qui travaillaient, qui avaient des troubles de l'humeur, qui avaient des troubles de schizophrénie, des troubles dépressifs, et qui n'en avaient jamais parlé à personne, même pas au médecin du travail. Et qui dépensaient une énergie folle pour que ça ne se sache surtout pas, parce qu'ils craignaient le regard de la société et de leur environnement professionnel. Donc, je me dis que ce chiffre-là, il met de la lumière sur plein de personnes qui étaient invisibilisées jusqu'à présent, et notamment dans le monde du travail. Donc, ça nous les alerte, mais c'est aussi tout simplement une prise de conscience. Ils ne sont pas apparus en 2025, toutes ces personnes-là, elles sont là depuis bien longtemps. On vit tous ensemble les uns avec les autres depuis bien longtemps. Ce qu'il faut quand même entendre dans ces chiffres, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui expriment de la souffrance. Donc, tu évoquais ce chiffre de 25% dans le monde du travail. Parfois, on entend même une personne sur deux. J'attire l'attention quand même sur le fait que tout ça est du déclaratif. Donc c'est très lié à la possibilité que l'on a de s'exprimer ou pas, ou éventuellement au contraire de dire moi j'ai des revendications et donc je veux dire que je vais très mal. C'est pas corrélé avec des situations objectives, mais en tout cas ça nous parle du fait qu'il y a un besoin, une demande de se sentir considéré dans les difficultés que l'on va pouvoir rencontrer au travail en termes de santé mentale, et que notre santé mentale soit prise en compte dans l'entreprise. Et je voudrais citer deux autres chiffres. Alors c'est une enquête, donc ça n'a pas de valeur objective, mais ça c'est intéressant sur ce qu'elle dit en termes de souhaits des gens au travail. 85% des salariés interrogés dans une étude disent qu'ils souhaiteraient pouvoir parler de leur santé mentale avec leur manager. Je pense que ce chiffre-là, il a considérablement évolué. Je pense qu'il y a 10 ans, c'était pas du tout une demande. Et aujourd'hui, c'est un vrai souhait. Et c'est pas que chez les jeunes, parce que quelquefois on dit les jeunes, ils sont beaucoup plus en demande de ça. C'est tout type de salariés jusqu'à la retraite.
Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une vraie évolution. Il y a une attente. Et donc, il y a une attente. On peut se dire que ça va générer du mouvement du côté des décideurs en entreprise. Le deuxième chiffre que je voudrais citer, c'est le fait que les troubles psychologiques sont la première cause d'arrêt maladie, notamment de longue durée. Deuxième cause des arrêts maladie de courte durée. Et ça, c'est pas depuis le Covid. Ça fait des années que cette situation-là existe. Donc, il y a un risque de désinsertion professionnelle. Et je pense que là-dessus, on a vraiment un chemin à parcourir pour se dire, mais comment on fait pour que l'expérience des troubles psychiques ne me désinsère pas, ne me mette pas en risque par rapport à ma situation professionnelle. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'arrêter de temps en temps, c'est nécessaire et positif, mais comment on fait pour que ça n'embarque pas dans des parcours de désinsertion, parce que ce qu'on sait, c'est que plus on s'arrête longtemps, plus c'est difficile de revenir au travail. Et par rapport aux évolutions que tu évoquais, moi, j'ai quand même un regard qui est hyper optimiste parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à travailler sur le sujet il y a 20 ans. Je peux vous dire qu'on ne parlait pas du tout de santé mentale. C'était un mot interdit. Moi, j'arrivais, même avec les médecins du travail, je marchais sur la pointe des pieds en disant est-ce qu'on pourrait peut-être éventuellement parler de certaines personnes qui sont en difficulté, peut-être en lien avec des troubles psychiques. Et j'ai même eu des médecins du travail qui étaient en charge de populations de milliers de salariés qui me disaient personne n'a de problème de santé mentale dans nos équipes. Donc on est quand même passé d'une invisibilisation totale à quelque chose qui se passe. Voilà. On a eu une conversation avec toi, Philippa, qui est autrice. Cette année, il y a eu quand même un livre qui a été marquant, le livre de Nicolas Demorand, présentateur en chef de la matinale de France Inter, qui nous expliquait qu'il était bipolaire et qui témoignait de façon concise et à la fois avec beaucoup de clarté de ce parcours. Est-ce que tu as l'impression, puisque toi aussi tu es autrice et que c'est un sujet sur lequel tu as témoigné aussi, que ces témoignages-là, celui-ci et le tien, font changer les représentations et que ça compte dans le paysage? C'est devenu un sujet. C'est-à-dire que maintenant, en entreprise, quand on parle de santé mentale, on peut parler de santé mentale. Claire, ce que disait Claire est vrai. Moi aussi, quand on préparait des intitulés de formation ou de sensibilisation et qu'on conciliait santé mentale et emploi ou bien les troubles psychiques au travail, on nous demandait d'essayer de trouver des tournures pour pas mentionner ces mots dans les intitulés. Aujourd'hui, les entreprises s'emparent de ce terme de santé mentale. Et après, quand on est, j'allais dire, au cœur des formations, avec des RH, avec des managers, moi, je commence toujours mon propos justement sur la question des représentations pour essayer d'évaluer un peu où en sont les gens par rapport à cette thématique-là, quelle est leur perception. Et c'est très utile de prendre ce temps-là. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont entendu parler de Nicolas Demorand, de ce témoignage, d'autres pas. Certains sont plus familiers, d'autres n'envisagent pas du tout à la base que quelqu'un avec un trouble bipolaire ou une schizophrénie ou une forme de dépression ou d'anxiété qui peut avoir un caractère chronique puisse être au travail. Donc il y a quand même la nécessité de mettre la chose en discussion. Et puis c'est justement des espaces privilégiés pour qu'on puisse y réfléchir ensemble. Mais bon, ça reste très inégal et en fonction des individus. Voilà ce que je dirais. Ouais. Inda, tu travailles à la Fondation Farley, sur lequel je vais peut-être te laisser présenter vos actions, mais vous êtes très à la pointe sur l'insertion des personnes concernées en entreprise. Est-ce que tu peux nous raconter ce que vous faites et le cadre de ton travail? Oui, alors la Fondation Falleray est, je dirais, active depuis près de 200 ans maintenant sur la possibilité pour les personnes concernées par les troubles psychiques et la souffrance psychique d'avoir une juste place dans la société, d'exercer leur citoyenneté, que ce soit à travers de l'hébergement, que ce soit à travers de l'accès aux droits, que ce soit à travers donc la possibilité d'avoir une inclusion professionnelle, qui est le sujet sur lequel je travaille, ou d'avoir le droit à la protection de ces droits.
justement. Sur l'inclusion professionnelle, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Claire, moi je travaille dans un service d'emploi accompagné, qui est un dispositif national qui existe sur tout le territoire, qui est mis en œuvre par des plateformes départementales et qui permet à des personnes donc, qui sont reconnues en situation de handicap, parce qu'on parle de reconnaissance, de pouvoir accéder et de se maintenir dans un emploi en milieu ordinaire. Et pour rebondir aussi sur qu'est-ce que tu appelles l'emploi ordinaire? Parce que... Le milieu ordinaire, parce que c'est vrai que traditionnellement, les personnes en situation de handicap, pour pouvoir accéder à un emploi, elles accédaient à ce qu'on appelle le milieu protégé. Donc ce sont des dispositifs qui leur permettent d'avoir une activité professionnelle, mais dans un cadre, je dirais, à part du cadre du marché du travail classique, à des endroits où elles peuvent combiner cette activité professionnelle avec un accompagnement social, médico-social, administratif et un cadre protégé, pour le coup. Et justement, le fait d'ouvrir au milieu ordinaire, ça participe aussi de cette idée que on peut souffrir de troubles psychiques, on peut être reconnu en situation de handicap psychique et pour autant travailler dans un cadre tout à fait classique. Tu me parlais de la loi de 2005, qui fête donc ses 20 ans, qui a eu un gros impact sur ces questions-là. Tu peux nous dire quel était l'objet de cette loi et comment les choses ont évolué depuis la création de cette loi sur ce registre des personnes concernées? Oui, alors peut-être un petit peu historiquement, la reconnaissance, en tout cas il y a une définition du handicap, en tout cas pour le handicap psychique, qui est que une souffrance psychique est peut être considérée et reconnue comme un handicap si elle a pour conséquence une altération des capacités mentales ou psychiques d'accéder ou de se maintenir en emploi. Et à ce moment-là, en parlant de CERFA, justement, on peut faire une démarche qui vise à faire reconnaître ce statut de travailleur handicapé. La démarche, c'est auprès de soignants, j'imagine? Alors la démarche, elle est auprès d'une institution qui est la maison départementale des personnes en situation de handicap ou la maison départementale de l'autonomie, selon les départements. Donc c'est un document à remplir avec des aspects médicaux, sociaux, et qui permet d'évaluer je dirais l'impact et le retentissement du handicap, soit sur la vie quotidienne, qui peut demander d'avoir accès à une aide et à un soutien sur la vie quotidienne, ou également sur la vie professionnelle. Et cette reconnaissance fait basculer, je dirais, dans un statut qui permet d'avoir accès à des compensations, à des dispositifs d'accompagnement. Et la loi de 2005 par rapport au dispositif d'accompagnement, je dirais le virage, c'est un petit peu, enfin c'est ce qu'on appelle, j'allais dire dans le jargon, le virage inclusif, où jusqu'ici on était dans une vision où la personne devait être accompagnée à s'adapter à son milieu professionnel et à prendre un virage qui serait, si on le disait de manière un peu provocante, en disant est-ce que finalement c'est pas le système qui est inadapté et c'est pas lui qui a besoin d'être adapté pour accueillir ces personnes. Les entreprises sont invitées à des démarches par rapport à cette question. Quelles sont leurs obligations? Quelles sont la manière dont ils y répondent? Alors effectivement, les entreprises, elles doivent répondre à ce qu'on appelle l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, qui oblige toute entreprise de plus de 50 salariés à avoir 6% de sa masse salariale, en tout cas des personnes qu'elle emploie, qui sont en situation de handicap. Je pense que même s'il y a du mieux, aujourd'hui, effectivement, on est loin, en tout cas pour une majorité d'entreprises, d'atteindre ce seuil, même si, sans vouloir leur jeter la pierre, on observe qu'il n'y a pas forcément toujours une mauvaise volonté, mais qu'il y a aussi besoin d'accompagnement, ce qui permet, dans des dispositifs comme l'emploi accompagné, d'accompagner effectivement la personne à accéder à un emploi, à s'y maintenir, mais aussi à accompagner l'entreprise et le collectif de travail pour pouvoir inclure, parce qu'il ne faut pas être naïf. Effectivement, on peut être proactif ou en tout cas volontaire pour recruter des personnes en situation de handicap. N'en demeure pas moins que quand on est une entreprise, on doit produire,
on doit avoir des résultats, on a des contraintes en termes d'horaire, on a des contraintes en termes d'organisation. Ce qui fait que dans un dispositif comme le nôtre, c'est vrai que moi je dis que souvent l'accompagnement, il peut être à différents niveaux. Je vais peut-être vous prendre des exemples pour être un peu plus parlant. En emploi accompagné, on peut accompagner parfois des silences. Je m'explique quand je dis ça. Je pense notamment à une personne qui souffre de troubles bipolaires, qui est en emploi, et qui est accompagnée dans son maintien, mais qui refuse que son employeur soit mis au courant. Ça veut dire que dans ce dispositif, il faut être capable à un moment d'accepter, d'accompagner cette personne là où elle en est, elle, dans son approche de sa situation de handicap et de son emploi, et dans ce qu'elle veut mobiliser à ce moment-là, et ne pas forcer la parole. Ça peut être aussi dans des situations de maintien, pour des personnes qui sont en emploi. Moi, je dis toujours que cet accompagnement, il est à la croisée à la fois des besoins singuliers de la personne et de l'autre côté, des contraintes du collectif de travail. Je vais prendre un autre exemple qui peut faire sourire, mais c'est un jeune homme qui travaille dans les cuisines d'un grand hôtel et qui, pour ses pauses, lui, il ressent le besoin de faire des pauses musicales. Il a un casque, il écoute de la musique, et ça lui arrive même, à l'occasion, soyons fous, d'esquisser un petit pas de danse. Dieu. Sauf que cette manière que lui a trouvé de préserver sa santé mentale, d'évacuer son stress et un petit peu de supporter la concentration extrême que lui demandent ses tâches, c'est très compliqué à accepter par le chef de ce beau restaurant. Et pour lui, c'est vraiment une entorse à l'environnement, à l'ambiance qu'il voudrait mettre dans ce collectif de travail. Donc c'est très compliqué à accepter pour lui. Dans une situation comme ça, notre travail, nous, ça va être d'essayer de rendre visible le besoin de cette personne, sans non plus l'exposer trop, parce que l'idée, c'est pas de dire mais il ne peut pas travailler autrement, parce qu'on serait contre-productif, mais en même temps montrer à l'entreprise et à l'employeur qu'on comprend ces contraintes et qu'il y a forcément peut-être un moyen de concilier les deux. Jean-Bernard, dans le cadre de tes fonctions à la Mutuelle nationale des hospitaliers, vous avez lancé un baromètre sur une population particulière, les jeunes élèves infirmiers. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous vous êtes intéressé à eux en particulier ? Alors, la MNH s'intéresse à la santé des soignants et des gens qui travaillent dans le social au global, puisque c'est notre public dit affinitaire, notre public de référence. Et en fait, depuis 10 ans, en fait, on a un baromètre qui analyse l'état de santé des soignants, des professionnels de santé au global. Soignants qui sont censés soigner. Qui sont censés soigner, qui sont censés, on espère, aller bien, et qui sont censés prendre soin d'eux. C'est un peu le contraire de ce qu'on pourrait penser au départ, puisque, on l'a encore vu cette année, 22% des professionnels de santé estiment être en mauvaise santé. C'est 7 points de plus que la population générale. Et quand on leur pose la question sur la santé mentale, alors avec toutes les réserves que rappelait Claire tout à l'heure, c'est 35% des professionnels qui disent avoir été confrontés dans leur vie à un problème de santé mentale. C'est beaucoup plus que la population générale. Et donc, voilà, c'est un point, effectivement, qui, nous, en tant que mutuelle, nous a alertés et sur lequel, effectivement, on souhaite s'engager. Et comme tu le rappelais, chez les jeunes, la situation est encore plus spécifique puisque c'est 42% des professionnels qui estiment avoir eu des difficultés de santé mentale, notamment pendant leurs études. Voilà. Et on évoquait tout à l'heure, alors le soignant, il a un rôle tout à fait atypique puisque à la fois il prend en charge des patients et il a parfois un regard difficile sur le fait d'être lui-même en situation de fragilité. Singulièrement en termes de santé mentale, nous on a souhaité travailler, on a fait une analyse comportementale en fait sur les pratiques de prévention des professionnels de santé. Et en fait, on a constaté que sur ce sujet de la santé mentale, ils avaient à la fois une grande capacité d'empathie, du prendre soin des autres, mais une vraie difficulté à pouvoir parler de ce sujet au travail, parce qu'ils estiment, pour une partie d'entre eux en tout cas, que c'est une fragilité. Et donc, il y a tout un sujet culturel. C'est pour ça que nous, pour la 2e année, on est partenaire de Pop & Psy, parce qu'on est vraiment engagé sur cette question de déstigmatiser les problématiques de santé mentale pour mieux accompagner. Et donc, sur ce public des jeunes, effectivement,
maintenant, nous, on a souhaité développer un programme d'acquisition des compétences psychosociales dès la 2e année d'école. Sur le public des étudiants qui ont eux-mêmes, qu'est-ce qui se passait chez eux pour que vous ayez une alerte d'abord ? Alors, chez ces étudiants, en fait, depuis une dizaine d'années, on a constaté qu'il y a 2 fois plus d'abandon pendant les études. Voilà, c'est quelque chose d'assez atypique. Ils vont pas au terme de leurs études. Et donc, ça a été documenté au niveau national. Les pouvoirs publics, à raison, ont fait augmenter beaucoup plus le nombre de professionnels qui rentrent dans la formation. Et pour autant, il y a à peu près le même nombre de professionnels qui sortent de la formation qu'il y a une dizaine d'années. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie d'entre eux, soit qui échouent au moment du diplôme, voilà, soit qui abandonnent leurs études. Et en fait, notre analyse, c'était de dire qu'il y a certainement un écart très important entre l'image qu'ils se font du métier au départ et la réalité de ce qu'ils trouvent. Donc ça, c'est un sujet qui est aujourd'hui beaucoup travaillé dans les hôpitaux, qui ont bien amélioré leur process d'attractivité et de fidélisation. Mais il y a aussi très certainement la question de la confrontation à une vie à l'hôpital qui est difficile. On parlait d'un quotidien professionnel qui est stressant par nature, j'ai envie de dire. La vie professionnelle, la vie en général est stressante. Elle peut générer plus ou moins de stress en fonction de sa propre capacité à l'absorber, à le traiter, en fonction de plein d'éléments qui touchent à l'histoire des parcours, etc. Chez les soignants, c'est encore plus spécifique parce qu'ils sont confrontés à des moments de vie difficiles des patients. Ils sont confrontés à la souffrance et à la mort, voilà, qui fait partie inhérente de la pratique professionnelle. Et pour faire face à ça, il faut soi-même être armé, en quelque sorte, pour pouvoir accueillir ça, le traiter, le digérer et éviter que ça ait trop d'impact sur sa propre vie personnelle. Donc, on a construit, nous, un programme sur mesure de 10 séances de 2 heures. Sérum Psy, voilà, parce que nous aussi, on aime bien les jeux de mots comme Jean-Victor. Oui, je vois. Voilà, et donc, l'objectif de ce programme qui s'appelle Sérum Psy, ça a été vraiment de tester 10 séances de 2 heures d'analyse des pratiques professionnelles, d'acquisition des compétences psychosociales pour que les élèves puissent poser la blouse en fait et puis dire moi j'ai vécu telle et telle situation. Ils analysent les situations avec des psychologues formés pour se dire comment j'ai réagi, est-ce que j'ai réagi par rapport quels sont les outils dont j'aurais eu besoin pour pouvoir mieux réagir et faire face à la situation? Qu'est-ce que j'ai embarqué de ma vie perso qui vient analyser, interférer dans la situation et me poser un problème? Et donc il y a un vrai process d'analyse des pratiques professionnelles qui donne des résultats plutôt positifs. On a testé ce programme dans 3 IFSI. On est bien d'accord que c'est un dispositif pour être en prévention, pour apprendre à gérer le stress avant qu'il nous déborde. Exactement. C'est vraiment un dispositif de prévention. Nous, notre vraiment conviction à la MNH, c'est que le champ des compétences psychosociales, qui est un champ documenté par l'OMS depuis juste 20 ans, est aujourd'hui insuffisamment utilisé dans la pratique de la prévention. Le terme de ça ? Alors, les compétences psychosociales, c'est vraiment... Alors, j'hésite à le faire à côté de Claire, mais Claire complétera. Le champ des compétences psychosociales, c'est vraiment se dire, il y a effectivement une santé globale, un équilibre global. La santé, c'est pas simplement la santé physique, c'est aussi le bien-être, la santé mentale. Et derrière, c'est comment est-ce que l'individu est en capacité d'acquérir des outils qui renforcent la confiance en soi, qui renforcent la capacité d'empathie, la capacité d'interaction avec les autres, la capacité à communiquer avec les autres, à recevoir un certain nombre d'informations, à les digérer, à les absorber, sans que ça soit impactant entre guillemets pour sa propre santé. Donc c'est vraiment une analyse qui mêle le cognitif, l'émotionnel et une capacité donc à pouvoir mieux se connaître pour mieux affronter des situations tout à fait spécifiques. Et nous en fait on a souhaité faire interagir ce champ des CPS qui est très spécifique avec le quotidien des professionnels de santé qui est lui aussi très spécifique et le faire dès la formation initiale parce que effectivement on était abasourdi par on a beaucoup dit que les chiffres étaient étonnant, inquiétant. On était inquiet par ce nombre de décrochages pendant la scolarité. Mais on est surtout inquiet de comprendre qu'on n'est pas formé du tout à ça pour qui que ce soit et dans n'importe quelle situation de travail. Ce serait quand même utile. Moi, je veux bien que vous veniez à la rédaction de l'ADN nous faire une petite session d'apprentissage. On viendra. Non, mais c'est... Alors oui, effectivement, le champ de l'éducation nationale a creusé ce dispositif. Ils ont fait beaucoup de choses. Et nous, on s'est beaucoup inspiré de ce qui a été fait à l'éducation nationale. Dans le champ sanitaire et social, c'est en cours. Voilà. Nous, c'est un sujet qu'on porte beaucoup auprès du pouvoir public, puisqu'on a réussi à démontrer que le dispositif qu'on a démarré sur 3 écoles,
on passe à 12 là à la rentrée, est un dispositif qui fonctionne, puisque 75% des étudiants qui ont participé au dispositif s'estiment mieux armés pour faire face aux stages suivants. 45% d'entre eux estiment qu'ils arrivent à développer davantage d'empathie, et 35% estiment qu'il y a eu un impact sur leur bien-être au travail. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu moins d'abandon ? Alors ça, on va le voir, puisqu'on les a pris en deuxième année, donc on attend de voir s'ils vont au bout de leur cursus, ça sera l'autre indicateur à évaluer. Mais voilà, en tout cas, culturellement, dans les établissements de santé, il y a ce sujet de comment on prend soin de nos professionnels de santé pour qu'ils soient aussi à même de prendre soin de l'ensemble des patients qui sont amenés à se présenter à eux, que ce soit pour un problème psychique ou mental. Gérald, tu as eu un parcours dans la banque où tu étais conseiller financier avec pas mal d'engagement dans ton métier. Et en 2013, tu décroches avec un premier burn-out. Et lors de nos échanges, tu me disais, mais dans ce cadre, la seule chose à faire, c'est d'apprendre à se tourner vers les ressources extérieures. Donc je voulais que tu nous dises, dans le cadre de cette épreuve que tu as vécue, quelles sont les ressources qui étaient à ta disposition, quelles sont celles qui ont vraiment pu t'aider dans cette circonstance. Oui, d'ailleurs, je vais rebondir sur ce qu'avait dit Claire. C'est vrai que quand on est en arrêt, on est très content de ne pas retourner au travail, parce que généralement, ça veut dire qu'on ne s'y sentait pas très très bien. Mais c'est vrai qu'on est quand même énormément, très seul. C'est très déstructurant, ça désocialise. On peut aussi avoir des problèmes avec le regard des autres. Parce que moi, ça m'est arrivé en 2013, donc ça commençait à devenir tendance, mais pas encore beaucoup. Et c'est vrai que le regard des gens était quand même assez interrogatif. Vous êtes chez vous, vous n'avez pas un plâtre, vous n'êtes pas en fauteuil, vous avez toute l'apparence de quelqu'un qui semble être en bonne santé, mais vous ne l'êtes pas. Donc il y a cette sensation d'isolement qui est vraiment un facteur, je l'ai ressenti en tant que tel, et qui est un facteur, je pense, aggravant du mal-être. Et donc s'en sortir seul, c'est juste pas possible. Donc, ou alors, il faut être surhomme, mais j'en suis pas un. Et moi, je sais que j'ai la chance que j'ai eue, ou en tous les cas que je me suis accordé, c'est de pouvoir parler librement de ça. C'est-à-dire expliquer à mon entourage personnel, aux voisins, aux collègues qui prenaient des nouvelles, ce qui se passait réellement dans mon cas. Dans ma tête, c'était un peu plus compliqué à expliquer, mais pourquoi j'en étais là. Et très rapidement, j'avais, à l'époque, je faisais partie, j'étais syndiqué, donc je me suis tourné très naturellement vers mon syndicat pour qui prenait mes nouvelles, parce que dans cette situation-là, en plus, l'employeur ne peut pas communiquer directement avec vous. Donc, il faut savoir que si jamais vous avez des attentes de votre employeur, est-ce qu'on va me proposer quelque chose, est-ce qu'on va me proposer des solutions pour le retour à l'emploi, ça ne viendra pas de lui. Il faut que vous trouviez notre voie. Moi, tout ça, c'est les syndicats qui me l'ont appris. Et donc, je me suis tourné vers eux, qui m'ont conseillé évidemment de m'adresser à la médecine du travail. Et moi, la médecine du travail vraiment m'a vraiment aidé pour mettre des mots déjà sur ce qui se passait en relation avec mon médecin traitant, pour m'aider aussi à déculpabiliser du fait que j'en étais arrivé à ce point-là, et qui a jalonné mon parcours pour le retour à l'emploi, en collaboration avec les organisations syndicales. Et c'est un processus qui est courant chez ce genre d'organisme, où tu es tombé un peu par chance sur des gens qui étaient sensibles à cette question ? S'ils étaient sensibles, ça veut dire que le problème existait, donc, et qu'ils savaient comment le traiter. Même si on ne communiquait pas énormément, on voyait des gens qui tombaient un peu, l'expression est forte, mais c'est un peu ça, qui tombaient au travail. C'était pas un métier physique, banquier, c'est plutôt un métier de stress, on va dire. Et il y a beaucoup de gens qui étaient en souffrance, avec des arrêts plus ou moins répétés, des gens qui disparaissent pendant une semaine, qui reviennent, ça va bien, ça va pas bien, qui repartent, etc. Donc voilà, le problème était connu, et je pense que j'ai eu la chance de tomber sur des interlocuteurs qui étaient sensibles et qui essayaient de creuser un petit peu la question, qui essayaient de trouver des solutions avec la médecine du travail et l'employeur
pour faire en sorte que le retour dans l'emploi se fasse pas dans les mêmes conditions dans lesquelles il s'était terminé. Ce qui n'a pas marché dans mon cas dans un premier temps, puisque j'ai rechuté donc, et c'est après la rechute qu'on a décidé de vraiment me changer de métier, et là j'ai pu revenir dans un parcours professionnel et ne plus, en tous les cas, ne plus connaître cette souffrance-là, en tous les cas au travail. Dans nos échanges, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, je te l'ai dit d'ailleurs. Tu me disais, c'était insupportable, il y avait beaucoup de stress. Dans la dernière étape de ton travail, c'était d'être remplacé par les robots qui te posaient un vrai problème. Et tu disais, mais je comprends très bien la logique de l'entreprise. Je comprends, ils avaient besoin de gens qui aillent vite, aillent de plus en plus vite, se contraignent par rapport à quelque chose de toxique. Et ça m'interrogeait beaucoup parce que je me disais, mais en fait, c'est terrible de se dire, mais bon, je comprends cette logique de la toxicité, alors que, bon, a priori, s'il y a toxicité, ça pourrait quand même questionner, nous tous d'ailleurs, parce que quand on voit que les chiffres sur les managers sont pareils que je pense que alors déjà je m'étais peut-être mal exprimé parce qu'il y a une différence entre comprendre et puis approuver. Donc oui, c'est parce que donc mon deuxième épisode de burn-out, c'était plus un burn-out, c'était plutôt une histoire de valeur, c'est-à-dire que le métier que je faisais devenait de plus en plus automatisé. L'être humain avait de moins en moins de valeur ajoutée dans les tâches qui étaient exécutées. Donc je me disais, bon, en fait, le travail que je peux faire avec 25 ans d'expérience, quelqu'un qui se formait pendant 6 mois pourrait le faire, quoi. Donc à quoi bon, ça sert à quoi tout ce parcours? Et j'avais eu, donc je pense que c'est à cette parole-là que tu fais allusion, et ça a été vraiment le déclencheur, je pense, de mon changement de carrière professionnelle. J'ai un N+2 qui un jour nous a dit, mais de toute façon à terme vous serez des éleveurs de robots. Donc en termes de projection, c'était charmé, c'est-à-dire que mon métier ne servait qu'à alimenter de l'intelligence artificielle pour qu'à terme tout soit remplacé, quoi. Donc voilà, donc oui, je comprends la logique, elle est terrible, mais je la comprends. Et après, ces organisations-là, elles font quoi justement pour ok, on met de la thune sur des outils, mais sur les gens, en fait, sur quel est le futur de leur métier, comment on les accompagne en termes de formation, comment on fait pour réorienter leur travail pour qu'ils continuent à faire partie de l'entreprise et en étant productifs et épanouis. Ça, c'est un autre problème. Oui, qu'on résoudra sans doute pas tout de suite. Non, Philippa, quand on a échangé, tu m'as appris une expression, celle de père aidante. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce métier qui est relativement récent, si je ne me trompe ? La père aidance professionnelle, ce sont des personnes qui ont été elles-mêmes concernées par des difficultés psychiques ou des difficultés d'addiction et qui décident d'en faire un métier. Et aujourd'hui, on est en train de développer l'intégration de pères aidants professionnels dans les services de soins en santé mentale et dans les services d'accompagnement médico-sociaux aussi en santé mentale. Donc pas forcément dans le cadre de l'entreprise, mais dans les structures de soins. Alors, la père aidance professionnelle, aujourd'hui, elle se développe beaucoup dans le domaine du soin et de l'accompagnement en santé mentale. Elle intéresse les entreprises parce qu'on voit bien la puissance de la dynamique qui consiste à pouvoir, quand on est confronté à une situation de souffrance, de difficulté, ça marche pour les troubles psychiques, mais ça marche aussi pour plein d'autres difficultés. Il y a des patients experts en oncologie, enfin voilà. Le fait l'idée, ce serait s'il y a plusieurs personnes qui sont confrontés à une forme de dépression, encore faut-il le savoir quand on est dans le cadre professionnel, ou si on sait qu'on a plusieurs personnes qui sont en situation de handicap psychique, la possibilité de pouvoir les réunir ou leur donner accès aussi à l'intervention d'un père aidant professionnel qui connaît bien les enjeux de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi pour pouvoir échanger, se reconnaître dans l'autre, se dire tiens, je suis pas tout seul, moi aussi je suis confronté à ça, mais aussi savoir qu'il y a des solutions, des stratégies, apprendre des stratégies de l'autre, et le fait que voilà, certains y arrivent, donc moi aussi je peux y arriver, quoi.
Claire, tu voulais ajouter Oui, quelque chose? je voulais réagir parce que je trouve que c'est vraiment cette entrée par la paire aidance, elle est très inspirante aussi pour les entreprises de demain. Comme tu disais, Philippa, aujourd'hui, c'est principalement déployé dans les services hospitaliers ou du médico-social. Mais c'est non seulement une ressource hyper puissante, mais c'est un vrai changement de regard aussi sur l'expérience des troubles et des problèmes de santé mentale, puisque on va aller rechercher ce qui devient capacitaire. On va s'appuyer sur l'idée que faire cette expérience-là de santé, eh ben, elle amène des compétences, elle amène des savoirs, elle amène de la connaissance qui va être utile à d'autres. Et je trouve que dans un monde où effectivement on lit tout sous le prisme de ce qui est problématique, de ce qui nous empêche, de ce qui fait que l'on se considère inadapté, il y a quelque chose qui se renverse, et de se dire que l'expérience, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit plus ou moins douloureuse, elle constitue une expérience, elle constitue un savoir et de nouvelles compétences dans le monde du travail, qui sont notamment des compétences psychosociales dont on a tous besoin, en fait. Et l'éducation nationale, elle travaille avec nos enfants dans les écoles à les équiper là-dessus, parce qu'en fait, on en a tous besoin pour réinjecter de l'humain dans nos organisations qui souffrent d'intensification, qui souffrent de numérisation. Quand on parlait tout à l'heure d'évolution, c'est quand même une évolution magistrale. Du coup, pour revenir à ton parcours, quelles sont les méthodes, les process? Est-ce que c'est des groupes de parole? Comment est-ce que cette paire aidance peut se manifester concrètement? Déjà, avant ça, pour rebondir sur ce que vient de dire Claire, pour souligner, personnellement, moi, j'ai fait de quelque chose qui aurait pu me voler ma vie, qui est des expériences de troubles psychiatriques qui ont pris vraiment une tournure très, très sévère, entre l'âge de 20 ans et l'âge de 31 ans, qui ont provoqué des ruptures de parcours dans mon parcours universitaire, dans mon parcours professionnel. À un moment donné, j'ai eu l'opportunité d'en faire un métier et d'en faire une expertise. Et donc, ça a été le levier pour moi de la construction d'une activité professionnelle qui a grandement contribué à mon rétablissement et qui me permet de travailler aujourd'hui sur un sujet qui est celui de la santé mentale, qui devient important en entreprise. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment l'illustration de comment quelque chose qui à la base est une fragilité peut devenir une expertise et se mettre au service de certaines choses. Alors, quelle forme ça peut prendre? Donc aujourd'hui, les entreprises s'y intéressent, mais on est en train d'essayer de voir ce qui peut être construit. La difficulté qu'il y a dans le monde du travail avec la paire aidance, c'est que la possibilité de faire exister la paire aidance repose quand même sur le fait qu'à un moment donné, il y ait du dévoilement et qu'on ait accès à la réalité de la situation de la personne pour lui donner accès à des groupes d'échange ou à une forme de paire aidance. Il y a des entreprises dans lesquelles aujourd'hui j'interviens en tant que coach paire aidante auprès de personnes qui sont dans l'emploi ou qui ont eu un arrêt maladie de longue durée et qui veulent revenir dans l'emploi, qui ont déclaré le fait d'être en situation de handicap psychique. Et donc moi, l'entreprise sait que j'ai cette compétence-là et fait appel à moi pour ces salariés-là. Et là, c'est vrai que ça permet de faire un accompagnement au moment du retour à l'emploi sur quels sont mes besoins, comment est-ce que mon trouble impacte aujourd'hui ma manière de travailler, est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire évoluer dans cette situation pour pouvoir aussi évoluer professionnellement, ou de quoi j'ai besoin pour revenir au travail dans les meilleures circonstances possibles. Et moi, c'est vrai que je peux, il y a cet apport de la paire aidance. Donc en entreprise, moi je trouverais ça aussi intéressant de monter des groupes, mais ça nécessite le dévoilement et d'avoir accès à l'information. Après, dans le champ de la santé mentale, j'ai la chance de coordonner un collectif de pairs aidants qui est le collectif Hors Pair. Et donc ça veut dire que ce collectif, il est constitué par des personnes qui souffrent de troubles psychiques, qui ont un parcours de rétablissement et qui sont des pairs aidants professionnels et qui sont intégrés dans des services de soins et d'accompagnement. Quelles sont leurs activités? Ils peuvent participer à ce qu'on appelle des groupes de psychoéducation. Aujourd'hui, dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de troubles psychiques, on sait toute l'importance de donner aux personnes de l'information sur leurs problématiques de santé
difficultés, de leur permettre d'identifier comment ça se manifeste pour moi et de leur permettre d'identifier des stratégies personnalisées pour pouvoir y faire face, notamment au travail. Et là, les pères aidants, ils ont un apport dans l'animation de ces groupes. Ils contribuent aussi à accompagner la rédaction de ce qu'on appelle les directives anticipées. C'est l'idée que comme il y a des moments dans son parcours avec des troubles où parfois on n'est pas en capacité de dire ce qu'on veut, on n'est pas en capacité de formuler ce qu'on veut, quand ça va mieux, de pouvoir se dire comment je suis quand je vais bien, comment je suis quand je vais moins bien, donner des clés de compréhension aux gens à l'extérieur de soi pour savoir comment ça se passe et identifier ses stratégies. Et d'ailleurs, des directives anticipées autour du travail, c'est quelque chose qui aurait beaucoup de sens, c'est-à-dire pour donner des clés de compréhension. Voilà, les pères aidants, ils interviennent ils animent des ateliers de groupes de parole entre pairs. C'est mon cas aussi, ils font de la formation. Moi, je suis formatrice père dans les services de soins et d'accompagnement avec Claire, autour des pratiques orientées rétablissement. Et dans le cadre de ces formations, je vais aller piocher dans des parties de mon parcours pour illustrer pourquoi certaines évolutions dans la manière de soigner, dans la manière d'accompagner sont importantes par rapport à la manière dont le trouble vient impacter l'espoir, le rapport qu'on a à soi-même, vient nous impacter sur le plan identitaire, le rapport qu'on a à nos compétences aussi, et toute l'importance du coup de soutenir tout ça dans le soin et l'accompagnement. Il y a aussi des pères aidants qui participent aujourd'hui à des programmes de recherche médicale ou sociologique sur le respect des droits aussi des personnes qui sont concernées. On sait aujourd'hui que de mettre dans les programmes de recherche des personnes qui sont concernées, ça donne plus de pertinence aux résultats de la recherche. Donc voilà l'ensemble des activités. Et ils font aussi, les pères aidants, de l'accompagnement individuel. Et c'est complémentaire avec ce que peut apporter un psychiatre, un psychologue, un éducateur et les autres professionnels. Merci Philippa.